Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invité est maître Nicolas Jean. Nicolas Jean est avocat au barreau de Paris depuis 2013. Il est associé au sein du cabinet Gide et il intervient en projet et en financement de projets, principalement au Maghreb et en Afrique subsaharienne. C'est maître Morgane Boucher qu'il faut remercier, en l'occurrence, pour la recommandation. Et je remercie également Mahalou et IAMPE pour leurs avis sur le podcast sur iTunes, tant les recommandations d'invités que vous me faites que les avis que vous laissez sur le podcast, sur les réseaux sociaux et sur les applications de podcast sont extrêmement utiles pour moi et pour mieux faire connaître le podcast. Donc voilà, vraiment, merci beaucoup. Avant de lancer le podcast, je voudrais vous dire que j'ai ouvert en début de semaine l'inscription à la nouvelle session de formation pour Confiance en moi, qui est donc une formation pour vous aider à renforcer votre assertivité. C'est une formation en 5 ateliers de 2h30 le soir à 20h. Et cette formation aura donc lieu les 5 lundis du mois de mars à partir de 20h, donc au sein des locaux du cabinet Factory Avocat qui sont dans le 8e arrondissement de Paris. Donc, toutes les informations pratiques sont sur le site internet. La première session de cette formation a été complète et elle se passe actuellement, donc j'ai pas encore de retours globaux à vous faire. En tout cas, les retours qui me sont faits, moi très personnellement, sont plutôt très positifs de la part des participantes, puisqu'il n'y a que des femmes dans la session du mois de février, mais ce ne sera pas le cas de la session du mois de mars, puisque un de mes premiers inscrits pour cette session est un homme. Et ça me fait aussi très plaisir de recevoir des hommes. Ça me rappelle d'ailleurs que quand j'ai trouvé le nom Fleurs d'avocat pour le podcast, beaucoup de personnes m'ont dit « Ah non, mais c'est très genré, Fleurs d'avocat, t'as pas peur que ce soit trop féminin, etc. » Alors, comme vous l'avez remarqué, j'essaye de respecter une parité absolue et c'est toujours un homme, une femme, un homme, une femme. Je suis contente que cette parité puisse se retrouver dans les formations qui ne sont bien évidemment pas des formations dédiées uniquement à la jante féminine. Et je pense que les avocats, hommes, ont aussi beaucoup de choses à apprendre et peuvent aussi bénéficier d'une petite prise de recul sur leur exercice ou leurs compétences et leur rapport à eux-mêmes. En tout cas, voilà, la nouvelle session aura lieu au mois de mars. Comme d'habitude, c'est sur le site internet que ça se passe pour les informations pratiques et aussi pour les inscriptions. Il y a aussi des places pour la session du mois de mars de Bien dans ma robe, qui aura lieu cette fois les mercredis du mois de mars, les 4 mercredis du mois de mars, au sein des locaux du cabinet Bold dans le 10e arrondissement. Vous êtes les bienvenus. J'en profite pour vous dire, parce que c'est une question qui m'est souvent posée, que oui, les formations Fleurs d'avocat permettent de valider des heures de formation continue. Je peux vous l'affirmer avec confiance que depuis très récemment, parce que c'est la semaine dernière que j'ai enfin reçu mon numéro d'enregistrement comme organisme de formation, qui était un préalable au fait de pouvoir valider des heures de formation continue pour les participants. Donc voilà, c'est une grande satisfaction pour moi que de pouvoir vous permettre, en plus d'apprendre beaucoup de choses et de faire un pas de recul pertinent par rapport à votre pratique et votre exercice, remplir vos obligations déontologiques. Je ne vous embête pas plus. Cela dit, je vous laisse donc avec maître Nicolas Jean et moi-même pour cet échange. Bonne écoute et à la semaine prochaine. Bonjour Nicolas Jean. Bonjour Lila-Louise. Merci d'être mon invité sur Fleurs d'avocat. Merci d'être venu. Alors, racontez-moi Jean, comment vous êtes devenu avocat et pourquoi? Alors, j'ai décidé de devenir avocat, je pense, en seconde, suite au visionnage d'un reportage qui s'appelait, je crois, Désigné coupable, sur un enfant, un jeune adolescent noir américain qui avait été condamné, je crois, à la perpétuité aux États-Unis pour un meurtre qu'il n'avait pas commis. Et c'est un reportage qui suivait l'avocat, qui avait fait un peu plus que son rôle d'avocat, qui avait défendu le client, mais qui à la fin avait aussi participé à la recherche du vrai coupable. Et je me suis dit, ça a l'air d'être un métier fantastique. L'avocat était très charismatique, un peu bagarreur.
et ça me plaisait beaucoup. Alors, à partir de ce moment-là, je me suis dit que j'allais être avocat. Comme après j'étais en première S, j'avais pas plus forcément de bonnes notes en maths. Je me mettais moins de pression en disant de toute façon pour mon futur métier, c'est pas l'essentiel. Et donc après voilà, j'ai décidé, j'ai poursuivi cette idée et je me suis inscrit en première année de droit à Aix-Marseille à l'époque, où j'ai fait 2 ans le DUG. Et puis comme ça se passait bien, j'ai eu la possibilité de rentrer au magistère d'Aix. Que a aussi fait Guillaume Arrigui, invité numéro 8 ou 9. D'accord. J'ai eu la possibilité et j'ai trouvé le principe très bien, mais la matière compta fisca... on est très loin de la défense. Moins attractive. Alors, en parallèle, j'avais fait un DU en 2e année, un DU qui s'appelait, un nom un peu... de propédeutique, culture juridique et générale. Propédeutique. On avait quelques matières en plus de un peu de l'histoire du droit approfondi, deux, trois matières un peu spécifiques et qui donnaient un DU de la finance publique, je crois, et puis de droit charia, voilà. Ça a l'air très obscur. Exactement. Mais bon, en fait, j'habitais avec ma copine qui maintenant est mon épouse et qui elle était en prépa BL et donc qui travaillait beaucoup plus que moi. Et pour m'occuper, et pour essayer de montrer que moi aussi je travaillais, j'ai essayé de m'occuper. Et donc voilà, donc ça me faisait en plus des points en plus, ce qui m'avait permis d'avoir des notes correctes et donc d'envisager de rentrer au magistère. Le magistère donc ne me plaisait pas forcément dans la matière, mais le format me plaisait, de me dire allez, t'as fait 2 bonnes années, tout de suite tu valides et tu rentres dans un diplôme un peu sélectif. Et j'avais regardé à l'époque les différents magistères qui existaient en France. Et j'en ai trouvé un, c'était l'époque du film. Ma vie était souvent guidée par les films. L'auberge espagnole. Et je m'étais dit, il faut absolument que je vive ça. Par contre, je sais que si moi je dois faire les papiers, je ne partirai jamais. Phobie administrative, mais on n'est pas loin. Je ne partirai jamais, donc il faut que j'aille dans un diplôme qui m'oblige à le faire. Et ce diplôme, c'était le magistère de juriste d'affaires européen à Nancy. Et je me suis retrouvé comme ça, d'Aix à Nancy, sans transition. Ça a dû être brutal. C'était brutal, c'était fantastique. Alors pour le coup, je pense que j'ai vécu 3 ans d'auberge espagnole, 2 à Nancy, puis après une en Suède, parce qu'il y avait une année qui se passait à l'étranger. Et les 2 premières à Nancy, j'en ai profité comme j'étais étudiant presque étranger, de me faire ami avec des étudiants espagnols, des étudiants irlandais. Et donc, c'était déjà très international. Et dans tout ça, on est quand même très loin du droit pénal. Alors, en fait, j'ai aimé le droit pénal m'a moins aimé. Et je pense qu'il y a eu quand même un stress à un moment de quel travail, est-ce qu'il y a du boulot. J'ai du mal à m'en rappeler, mais je sentais une certaine forme de pression on choisit pas forcément son travail, on va là où il y a du boulot et puis on verra après. C'était un peu ça. J'avais le sentiment que en faisant de bonnes études après, on peut retrouver un travail qui nous intéresse. Et c'est vrai que rapidement, j'ai abandonné l'idée de faire du pénal. Après, jamais l'idée d'aider les gens. Et on peut toujours plus les aider et bien plus même. Mais voilà, je me suis embarqué dans ce que j'aimais bien. J'ai tout de suite accroché avec le droit des obligations. Et puis après, oui, je pense que les films aussi ont aussi pris le dessus, hein, l'auberge espagnole. Voilà, je me suis retrouvé à faire du droit des affaires à Nancy, à tout de suite beaucoup aimé le droit communautaire. Et donc à poursuivre dans cette voie sans trop penser, enfin sans trop de regrets et de nostalgie à l'égard du droit pénal. Assez court-termiste, en me disant voilà, je suis dans un bon diplôme, c'est bien.
et on verra après. Et aussi, j'envisageais de faire, j'aimais bien les études, je me disais, je peux refaire un deuxième ou un doctorat. Pareil, j'ai pas fait, mais je me disais, le doctorat, l'aboutissement pour moi, quand on est juriste, c'est de faire de la recherche, de faire du travail de doctrine, chose que je ne fais pas non plus. Et donc je me disais, Mais dans à ce un moment-là, idéal. oui, exactement. Et donc à ce moment-là, je me disais, voilà, on pourra, et je pense qu'on peut toujours retomber sur ses pattes. Même maintenant, je crois qu'on a 2-3 carrières dans sa vie. Enfin, il faut l'accepter. Euh, et et même si on a des métiers très différents, euh, je pense que euh, aussi bien les avocats conseils que les avocats qui font du pénal et qui pour le coup portent beaucoup plus la robe, euh, on connaît mal nos métiers. Euh, les uns pensent que les PNAE font des effets de manche, crient, et les PNLE pensent que les avocats conseils sont des gras de papier, savent pas ce que c'est que la bagarre, savent pas ce que c'est que. Et je pense que c'est mal connaître l'un et l'autre. La recherche qu'il y a eu avant pour le pénaliste et la bagarre et la défense de son client qu'il peut y avoir dans des négociations tendues sur des points de droit très pointus. Voilà. Je pense voilà. Après, par contre, effectivement, dans certains cas, on peut défendre la veuve et l'orphelin, et encore, c'est pas toujours le cas. Et dans d'autres cas, effectivement, on conseille plutôt des entreprises. Donc c'est une clientèle différente, mais je pense que les uns et les autres, on connaît mal le métier et de quoi il est fait. En tout cas, à ce moment-là, c'était voilà, sans regret, vous traciez votre route avec ces matières qui vous plaisaient, Oui. le droit des obligations, le droit international, le droit communautaire. Tout à fait. Et la Suède? Et la Suède, je suis parti du principe, et je l'applique aussi aujourd'hui, un CV doit permettre de donner une idée sur l'identité de la personne. Avant de passer en entretien, si on, je voulais surtout pas faire comme tous les autres. Je me disais, si t'es noyé dans la masse, c'est très dur d'en ressortir, parce qu'il faut vraiment être le meilleur. Et il y a beaucoup de gens très bons. Donc la Suède, j'avais fait mes stages entre-temps. J'avais fait un stage dans un cabinet pour le coup de droit droit qui était généraliste à Marseille, où j'avais fait droit des affaires, mais aussi un peu de pénal à la fin de la licence. Et après, je m'étais retrouvé chez Linklaters au Luxembourg avec des gens qui venaient d'un peu partout et j'avais parlé avec des Scandinaves et la Suède m'était apparue comme un bon choix. Je me suis retrouvé à Uppsala dans une vieille université. C'est tout au nord, non, Uppsala? Non, Uppsala c'est au-dessus de Stockholm. Mm-hmm. C'est une fac qui a été créée au XVe siècle, je crois. C'est vraiment Euro Disney pour les étudiants. Enfin, c'était vraiment exceptionnel. Et ce qui était le cas aussi dans toutes mes expériences avant, aussi bien à Marseille, parce que moi au départ je viens d'Avignon, donc à Marseille c'était déjà des nouveaux amis, à Nancy, en Suède, puis après même en rentrant à Paris, je me suis créé des amitiés très fortes, et en Suède beaucoup d'amis australiens qui maintenant sont l'un le parrain de ma fille, l'autre était un témoin à mon mariage, voilà, un autre étudiant de magistère était aussi mon témoin, celui qui nous a mariés, c'était aussi un étudiant de magistère. Voilà, ces études, c'était un peu un chemin, et la Suède, c'était comme on l'imagine. Froid. Froid, sombre, mais avec beaucoup de simplicité, proche de la nature, des gens un peu froids au départ,
qui sont extrêmement gentils une fois qu'on les connaît, des cours complètement différents où on responsabilise énormément les étudiants. Beaucoup de travail en groupe. Beaucoup de travail en groupe, où on pose des questions. Alors, moi, c'est ce qui m'avait choqué, c'était le prof qui posait des questions et les mecs qui répondaient ce qui leur passait par la tête. Et je me disais, mais en fait, il appuie son raisonnement sur rien du tout. Mais le prof va lui dire qu'il est complètement à côté de la plaque. Et non, au contraire, une discussion s'instaurait et c'est ce qui était recherché. Et là, je me suis dit, mais on vient d'un autre monde. Nous, on doit connaître presque des articles du code par cœur, à chaque fois justifié. Là, c'était beaucoup plus, j'ai l'impression d'être autour d'une table avec des mecs qui n'ont jamais fait de droit et qui se disaient, ah ouais, non, mais on devrait faire ça. Et le prof qui était là, oui, c'est bien, c'est une bonne idée, mais c'est pas ça. Je me disais, donc voilà, donc ça, c'était très intéressant. Puis j'en ai profité pour beaucoup voyager. C'était bien. Et alors, vous aviez dit que la Suède, c'était aussi une manière de se dire que vous vous démarquez, Oui. parce que tout le monde ne fait pas un Erasmus ou un échange en Suède. Est-ce que ça a rempli son objectif? Est-ce qu'après, en entretien, quand vous avez recherché des stages ou des cabinets, on vous a dit, ah tiens, vous êtes Oui. allé à Uppsala Oui. Et souvent, on me demandait de parler d'Uppsala, et c'est un très bon moyen de gagner 10 minutes dans un entretien, au lieu de parler... au lieu de parler de droit pendant 30 minutes, on parle de droit pendant 20 minutes, puis après 10 minutes de voyage. Puis après, j'ai commencé ma vie professionnelle en Tunisie. Et donc, j'avais Uppsala, puis la Tunisie. Ouais. Et là, c'était bon. Je pouvais te La meilleure manière de... après, oui, créer une relation avec la personne qui faisait passer l'entretien et c'était beaucoup plus facile. Et donc retour après ce diplôme. Et là, alors vous avez eu des expériences en cabinet, du coup, et dans deux types de structures très différentes, parce que Complètement. donc Linklaters à Bruxelles, Luxembourg, voilà, grosse structure, droit des affaires, etc. Et puis au contraire, cabinet plus généraliste, droit des affaires, un peu de pénal dans le sud, à Marseille. Et qu'est-ce que vous aviez tiré de ces deux expériences différentes? Je m'étais dit, j'avais postulé après à Marseille à chaque fois dans ce cabinet. Parce que ça vous avait du coup vraiment Oui, plu. ça m'avait plu, et donc je m'étais dit, bah s'ils me reprennent, j'irai. Je dis pas que j'étais fataliste, mais à chaque fois, je me créais plusieurs possibilités de chemin, et en fait, j'avançais dans celui qui se présentait à moi, en me disant, bah c'est la bonne solution. Et ça a souvent été le cas en fait. Donc une question d'opportunité. Une question d'opportunité, comme pour le choix du magistère, comme pour le choix de la Suède. Là, effectivement, Marseille, je repostulais. J'avais voulu tenter, parce qu'on devait faire des stages à l'étranger, donc le Luxembourg, c'était pas mon premier choix. J'avais tenté l'Italie, j'avais envoyé une centaine de CV à Florence, sans retour, ou avec un ou deux retours, qui pouvaient pas aux bonnes dates. Enfin, donc voilà. Mais et le Luxembourg, une candidature, ça a fonctionné? Oui. Luxembourg, il y avait du travail. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait du travail. J'avais aussi postulé à l'époque, ça c'est rigolo, compte tenu du travail que je fais aujourd'hui. J'avais postulé à la secrétariat permanent de l'OHADA à Yaoundé. Parce que j'avais eu un prof au magistère qui était venu nous donner un prof béninois, un cours de droit au OHADA, donc on était en 2004 ou 2005, c'est quand même il y a un petit moment, et ça m'avait beaucoup plu. J'ai dit droit communautaire, mais un droit communautaire qui est en train de se développer, qui est en train de se structurer, ça doit être génial, j'aimerais participer à ça. J'avais aussi postulé à Avocats sans frontières. Voilà, donc j'avais postulé un peu partout, et j'avais un mec qui m'avait répondu, quelqu'un qui avait un poste assez important, secrétariat permanent, qui m'avait répondu
qui avait échangé avec moi, qui m'avait envoyé plein de flyers croyant que j'étais déjà avocat, et qui me disait merci maître de faire la promotion de ce droit, etc., etc. Et ma mère a retrouvé des cartons. On a vraiment un carton de plaquettes qui présentent. Mais vous n'avez pas pris en stage? Non. Je pense que pour des problèmes d'argent, j'avais pas été pris en stage. Mais voilà, donc j'avais postulé là-bas. Et au final, bon, c'est Linklater beaucoup moins marrant. Et contre bonne fortune, bon cœur? Oui, Contre Luxembourg mauvaise très fortune, bien. bon Pareil, cœur, ouais. je me fais un pote. Je découvre une nouvelle ville. Moi, Luxembourg. Je veux dire, quand je venais de mon lycée à Avignon, même près de la fac à Marseille, Luxembourg, je le mets sur une carte et puis c'est tout, quoi. Là, très sympa, les gens extrêmement sympas. Le stage intéressant, ils me reprennent l'année d'après, et là, Et vous y retournez? j'y retourne parce que là, je choisis la matière. À ce moment-là, je commence à me dire que je vais faire du droit bancaire. Ouais. Pour une Parce que raison particulière? je pense que j'avais trouvé les gens sympas dans ce département quand j'y étais allé la première année. Donc j'y retourne et là ils me disent écoute, on a un programme spécial, comme tu reviens, Londres prend deux stagiaires par bureau international pendant un mois. Vous êtes tous à Londres, logés dans la City. Et moi je me retrouve avec Ah non, merci. je me retrouve justement revenant d'Erasmus avec mon pote que je retrouve de l'année d'après. Et on se retrouve à Londres juste avant la crise. J'aurais vu ce que c'était. C'était sympa. Et surtout, encore une fois, là, il y avait des gens qui venaient du Portugal, de Belgique, beaucoup d'échanges. Et là, je me dis, effectivement, c'est pas comme ça que tu imaginais le métier au départ. Je savais même pas que ça existait, en fait, je pense. Ce type de d'exercice, conseil, exactement. ouais. Il y a des gens intelligents, sympas, qui ont l'air de s'amuser dans leur boulot. Continue à lancer. Et je pense que, et c'est même pas je pense, c'est que derrière, je vais faire un master spécialisé à l'ESSEC en apprentissage. Et là, comme d'hab, je me dis, bon, je vais demander si je peux le faire chez Linklater au Luxembourg. Alors, c'était un peu compliqué, mais on avait quand même regardé la possibilité. Enfin. Et au final, non. Donc après, je continue. Je fais mon apprentissage en salle de marché, juriste salle de marché, chez Exane Derivatives, qui est le broker de la BNP à l'époque. Et pourquoi les secs, c'était quoi l'idée? L'idée, c'était, je lisais un petit peu ce qui se disait sur les forums, et il faut un master, un LLM, une école de commerce. Et là, je me disais, bon, bah écoute, essaie de faire. La Suède, ça va pas suffire pour se démarquer. Tu fais les secs. J'avais besoin de quelque chose de différent. Je pense qu'à ce moment-là, en rentrant, on avait beaucoup travaillé au magistère en première, deuxième année, donc l'équivalent licence maîtrise. Là, je me disais, voilà, il faut que je fasse quelque chose d'un peu différent et puis la façon de travailler quand même des Suédois m'avait marqué. Je m'étais dit, il faut voir comment ça se passe en école de commerce, mais je veux être indépendant financièrement. L'avantage de l'apprentissage, c'est que c'est la boîte qui payait l'école et qui en plus me versait un salaire qui était de l'ordre, je pense, qui était tout à fait correct, de 1 800 € par mois. Quand on est étudiant, c'était top. Ouais. Et donc, je me retrouve à faire un apprentissage. Voilà. Et cette salle de marché. Ouais, alors juriste en salle de marché. Ça me fait penser à Valentin Bourron. Je crois qu'il a fait son stage PPI chez un broker ou pas un broker, chez un. Ouais. J'ai oublié le nom de cette personne bref, peu importe. Mais ouais. En tout cas, dans ce secteur-là. Ouais. Même histoire. Il y a des mecs qui me disent,
j'ai un contrat avec tel gars, mais c'est telle forme de paiement. Ah non, c'est pas possible. Donc on est les juristes, au milieu de la salle. C'était très intéressant. Et pour être tout à fait transparent, c'est là que j'ai compris que j'étais plus étudiant. On me l'a fait comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je rentrais d'Erasmus, j'étais en école de commerce. Le jeudi soir, on fait un peu la fête. Le vendredi, il faut travailler. Il faut être là tôt le matin. Un retard, deux retards, on me l'a signalé. Voilà. Je pense que ça a vraiment fait partie de mon éducation où, en termes de professionnel, où je me suis dit, là maintenant tu travailles, tu ne peux pas décevoir les gens. Autant le syndrome du bon élève, je l'avais pas forcément. Autant là, je me disais, je dois, oui, je dois pas décevoir les gens. Et je pense qu'il y a 2 mois où ils m'ont bien aidé à me recadrer, à quitter mon Erasmus, à quitter ma peau d'étudiant en fait que j'avais beaucoup aimé et à devenir professionnel. Et c'était très intéressant. C'est des gens qui étaient très bons dans ce qu'ils faisaient tous, aussi bien les juristes que les financiers, bienveillants et qui m'ont laissé m'épanouir. Une fois recadré, qui m'ont laissé m'épanouir. Et justement, on avait un stagiaire, puis une deuxième stagiaire, et donc moi, j'étais le juriste. Donc, alors c'est là où j'ai vu que je travaillerais jamais en entreprise. On parle de N+1, de N+2, voilà. Je me suis dit, je suis pas fait pour ça. Mais par contre, oui, tout de suite, j'étais plus le plus junior, donc je devais montrer l'exemple, et j'ai décidé de passer le barreau. Parce que c'était pas une évidence. Si, mais à ce moment-là, voilà, en même temps, c'était bon. À Paris? Non, à Nancy. Comme j'étais à l'ESSEC, je me disais que j'avais jamais étudié à Paris et que j'avais vu déjà les grosses différences en termes de notation et de type de travail entre Aix et Nancy. C'était 2 manières de travailler complètement différentes. J'ai vraiment mis du temps à m'adapter à Nancy. Je me suis dit, je ne sais pas du tout comment ça se passe à Paris. De mémoire, à Marseille, on n'avait pas le droit au code, donc je devais connaître les articles par cœur. Au niveau purement universitaire. Purement universitaire. Ouais. Les corrections étaient différentes. C'était vraiment les commentaires d'arrêt, on les faisait pas la forcément. méthode, ce qui était attendu, quoi. Exactement. Donc là, je me suis dit, je vais pas prendre le risque. Vous étiez fait à la manière de Nancy, donc autant. Je vais essayer d'aller dans. Et donc je le présente là. Donc je pose mes congés. Pour réviser le barreau. Très bon souvenir. Je m'étais inscrit à une prépa, mais une prépa qui donnait tous les cours en podcast. Génial. Dit la productrice de podcast. Ce que j'aimais à la fac, c'est qu'on n'avait pas besoin d'être présent. J'ai beaucoup travaillé sur l'indépendance et l'autonomie dans l'organisation. Oui. Faire mes fiches, travailler la nuit, voilà, c'est ce que j'ai aimé à la fac. Et là, c'est ce que j'ai retrouvé pendant 3 semaines ou 2 semaines. C'est faire mes fiches. C'était pendant les JO de Pékin, et donc je travaillais la nuit. J'avais un copain, mon coloc, qui est un ami d'enfance, qui habitait avec moi, qui lui était ingénieur du son, qui avait pris ses vacances exprès pour m'aider à réviser. Donc, qui me faisait... adorable, lui je lui donne beaucoup. Mais comment? Parce qu'on est potes, et je lui dis, écoute, si je suis tout seul à Paris, je vais jamais y arriver. Il m'a dit, écoute, je reste. Il me faisait les cafés, il m'aidait, il me faisait réviser, je lui disais, il faut que je te récite ça. Incroyable. Oui. C'est quelqu'un à qui je dois beaucoup. Et donc c'est un très bon souvenir. On regarde ensemble les JO de Pékin la nuit. Et je me présente aux écrits en n'ayant jamais fait une note de synthèse.
Et en ayant choisi droit communautaire, en n'ayant pas forcément conscience qu'il y avait une grosse partie de droit public. Moi, je voyais le droit, l'aspect privé du droit des affaires, hein, et là, effectivement, c'était 100%, et c'est normal, hein, c'est le droit communautaire, c'est le droit public. Et donc, j'étais sur une matière que j'avais pas vraiment travaillé depuis un bon moment, depuis le magistère et peut-être la première année, donc ça devait faire 3 ans. Je me suis dit, prends quelque chose qui t'intéresse, au moins, t'apprendras des choses. Et donc, les révisions sont un bon souvenir, l'examen moins, la note de synthèse est un désastre. Je me vois lutter en me disant, mais il faut tout citer, tes parties sont pas du tout de la même taille, enfin tout ce qu'on m'avait dit, en disant, mais ok, je sais ce qu'il faut faire, j'y arriverai. Ah non. Donc je sors de là en me disant, bon, déjà on part avec du retard. Derrière, procédure civile, pas bon non plus. Droit des obligues, ça va. Et je me dis, tu joues tout sur l'aspect droit communautaire. Et là, je me rappelle encore de la question. C'était une question. Je m'assois, je vois 4 lignes. Donc, c'était une travailleuse française en Belgique qui se fait licencier entre le moment où son ovocyte est fécondé ex utero et le moment où on lui implante, savoir si elle peut bénéficier de la protection de la femme enceinte au sens du droit communautaire. Je vois ça, je me dis, pardon, mais merde. Donc, mais là, l'énergie du désespoir, j'ai écrit un truc, ça m'a fait 14, je suis passé à 10 piles, ou 10 et quelques, 19, et là, vraiment, c'était l'énergie du désespoir. Mais cela dit, moi, ma meilleure note en partiel, c'est en droit des sociétés, alors que j'ai jamais rien compris à cette matière. Alors que les matières que je connaissais bien et dans lesquelles j'étais à l'aise et où j'avais les meilleures notes en TD et tout, sont des matières où j'avais une 9, donc je pense qu'il y a un truc de l'énergie du désespoir quand on comprend rien au sujet. On se dit, faut que je donne tout sur le bloc. C'est ça. Ou justement, où on se dit, là, il faut que je comprenne quelque chose, enfin, il faut que je donne mon avis. C'est peut-être ça aussi. C'est le moment où on accepte de donner son avis et pas de se retrancher derrière ses cours. Et des fois, l'analyse, il faut se faire confiance. Et ça, c'est de plus en plus vrai après quand on travaille. Il faut apprendre à se faire confiance et se dire, là, ce qu'on attend de moi, c'est une analyse. C'est pas du copier-coller d'avis de gens renommés. Voilà. L'analyse, des fois, est plus pertinente. Même souvent plus pertinente que des articles qui ont été rédigés peut-être rapidement, peut-être pas par la personne, peut-être avec un objectif plus commercial que voilà. Des fois, sa propre analyse est la plus pertinente et ces exemples, je pense, le prouvent. Donc, vous intégrez l'école. Alors, j'ai quand même une question. Non, j'intègre pas l'école. Ah non, vous intégrez pas l'école ? Vous ratez aux oraux ? Non, je réussis les oraux. Mais derrière, je me dis, je peux pas partir en stage. Parce que, alors là, c'était un peu de l'orgueil. J'étais juriste, j'avais mes stagiaires, entre guillemets. Et je me dis, je suis pas prêt. À redescendre un échelon. Voilà, puis aussi pour des raisons personnelles, j'avais besoin de partir un peu pour savoir qui j'étais et ce que je voulais dans la vie. Et j'ai une question parce que vous abordez le personnel déjà, parce que donc ce que je comprends c'est que votre petite amie, qui est aujourd'hui votre femme, mais que vous connaissiez déjà au début de la fac, elle vous a suivi dans vos pérégrinations, Nancy, Stockholm, non, pas du tout. On s'est même séparés pendant 4 ans. D'accord, donc c'était la pause très indiscrète, oui. Mais en tout cas, d'accord. non, mais voilà, elle a fait ses études. Ce qui fait aujourd'hui, je pense qu'on est très heureux ensemble, c'est que chacun a fait les études qu'il voulait faire, a voyagé là où il voulait voyager, et puis surtout, voilà, on s'est séparés, on a une autre histoire
qui commence après la Tunisie, en fait, parce que je pars en Tunisie Mais après. oui, alors du coup, on va y venir à la Tunisie, Ouais, mais donc là, vous avez le CRFPA, ouais, mais en fait, c'est pas encore le moment de non, commencer. C'est une envie de découverte personnelle, ouais. de De recherche. partir, de Ouais. partir, voilà, fallait. Je pense que oui, il y avait eu pas mal d'événements qui faisaient que je me cherchais un petit peu et surtout j'avais besoin ouais, de savoir qui j'étais, ce que je voulais. Et, et donc j'ai cherché, je me suis dit c'est aussi le seul type de contrat de travail que j'ai pas eu, je vais faire un VIE. Parce que j'avais fait l'apprentissage d'ailleurs, pareil, hein, les oraux je les ai just du CRFPA. Je prends droit du travail à l'oral, alors que c'est la seule matière où j'ai jamais eu la moyenne à la fac, et je me retrouve avec comme question le contrat d'apprentissage. J'étais apprenti à ce moment-là, donc j'ai juste sorti tout ce que oui, on a des tickets restaurants, quand j'ai payé. Enfin, je décrivais mon contrat de travail et je pense que ça m'a aidé. Donc là, je me dis, il faut que je parte. Je postule un peu partout. Mais Euh, en tout cas, dans une logique partir et travailler, pas juste Partir et partir travailler. Ouais. backpack, Australie, Non, pas dans ce schéma-là. non. Partir et travailler. Plus changer de décor. Oui. Et là, je postule à en VIE chez Gide dans tous les bureaux, parce que je voulais essayer de rester en cabinet d'avocat. Donc, comme il faut être dans une boîte étrangère et qu'il y a peu de cabinets qui avaient des bureaux un peu partout dans le monde, je postule chez Gide dans tous les bureaux, sauf Londres et New York, en me disant, encore une fois, Tout le ça, monde veut voilà, ça. Ouais. moi je vais aller ailleurs. Et je me retrouve à passer des entretiens pour la Chine et Tunis. Et là, je tombe donc chez Gide, cours Albert Ier. Je me revois dans la salle d'attente complètement flippé. D'ailleurs, c'est la seule fois où je me suis dit, je suis allé prendre un café avant, et je me suis dit, je vais pas y aller, je dirai aux gens que ça s'est mal passé. J'ai eu une Qu'est-ce qui espèce de s'est peur passé panique. ce jour-là? Je sais pas, je pense que, et ça aussi, c'est un sujet, on y reviendra sûrement tout à l'heure, la réputation des cabinets, JD était très, j'avais une réputation de cabinet très dur, très conservateur. Euh, je me disais, c'est pas forcément en phase avec ma personnalité. Voilà. Parce que J'avais un peu peur, vous très étiez, parisien. ouais. J'étais pas parisien. C'était plus ça. C'était très parisien. Je me suis dit, genre, je sais pas. Est-ce que j'avais peur que que ça se passe pas forcément bien, et voilà. Et donc c'est la seule fois. Mais vraiment, je me suis dit, je me revois. Et c'est amusant parce que c'est un moment où pourtant vous êtes un peu en phase de doute sur vous Oui, et qui vous oui, êtes oui, et ce dont oui. vous avez Je pense que c'est envie. pour ça, hein, et aussi que c'est que j'étais pas forcément à ce moment-là. Je pense que j'avais peut-être, je sais pas si c'est un problème de confiance en soi ou plus, je pense pas. Je pense que c'était plus, oui, euh, ouais, savoir qui j'étais vraiment, il y a un problème d'identité. Donc se retrouver face à des experts dans leur matière, sans savoir qui on est, j'avais peur qu'il y ait un décalage en fait, Mm. je crois. Et j'y suis allé et je suis tombé sur un mec adorable, euh, qui est devenu mon boss et puis un ami et puis presque quelqu'un de la famille, qui est Kamel Ben Salah, qui était l'associé, qui est toujours l'associé, euh, des associés responsables de l'équipe financement structuré, droit de financement structuré à Paris, et à l'époque, qui était en charge du bureau de Tunis. Et je me retrouve face à ce mec d'une gentillesse, qui ne parle pas de droit, mais justement Ça là. d'Uppsala, d'études, vous venez de Marseille, hein, vous venez du sud, ah très bien, moi voilà, et puis derrière qui me dit mais pourquoi la Tunisie? Et là je fais ma réponse la plus nulle euh, De de l'histoire des l'histoire réponses. des réponses. Je le regarde, je dis je viens de Marseille et j'ai toujours voulu voir ce qu'il y avait de l'autre côté de la Méditerranée. Et au moment où ça sort, je me dis, mais Mais non, moi je tu es trouve ça pas si malade. mal que ça.
Et Kamel, sourire, et voilà. Et derrière, en plus, tous mes potes, je crois aussi que c'était ça, à l'essai, qui me disaient, attends, Ben Salah, c'est financement structuré, super réputation, Gide, attention, enfin, je crois on m'avait aussi un peu fait peur. Euh, Il avait une réputation d'être dur, non, non, mais mais les le gens ne connaissaient cabinet. pas le cabinet. Mais le En fait, les cabinet, gens connaissaient sa réputation. Donc lui, en tant que personne, il n'avait pas de réputation particulière, mais la réputation du cabinet, la structure en général, était plutôt... oui. Mais je pense ouais. que c'est un problème de Gide. On travaille dessus. Mais la réputation, quand je pose des fois la question à des gens, mais pourquoi t'as jamais postulé chez nous? Il y a des gens qui se disent, mais en fait, je pense que c'est pas pour moi, ou que j'aurais pas été pris. Non, mais c'est vrai, moi, c'est l'image c'est un cabinet qui a une typique que j'ai de réputation, vous, ouais. alors c'est vraiment, j'en suis la preuve, hein, un cabinet où tout le monde, tout type d'individu peut vraiment s'épanouir. C'est très, enfin, mais voilà, Il faut venir pour le voir. il faut passer la porte. Et puis, c'est un très grand cabinet, donc c'est plein de petits cabinets agglomérés. Donc, chaque équipe, effectivement, a sa façon de vivre. Et donc là, je me retrouve avec ce mec adorable qui me dit, voilà, et je pars en Tunisie. Et là, la première fois, je pars avec une copine de l'ESSEC qui était tunisienne d'origine et qui me dit, bah, viens avec ma sœur, on va avec ma mère et mes tantes à la Soukra à côté dans la banlieue nord de Tunis. Comme ça, tu passeras tes entretiens avec les collabs tunisiens et puis tu trouveras un appart si ça se passe bien. Donc là, je me retrouve entouré de 4 générations de filles tunisiennes qui font la fête, qui sont sympas, où on rigole. Et je me dis, mais c'est ça la Tunisie. C'était très détendu, on rigolait beaucoup. C'est des filles qui ont énormément d'humour, mes amis et leurs tantes. Et je me souviens avoir ri tout un week-end, avoir passé les entretiens qui s'étaient extrêmement bien passés. Et me dire, mais je veux rester là. Et donc ça se passe bien, j'attaque début décembre. Donc pour un an. Pour un an. Pour un an. 6 premiers mois, difficile. J'ai peu de travail. On se dit, le mec, il est venu là pour les vacances. Ok, on va pas trop l'embêter. Vous avez posé la question? Ou Oui, c'est l'impression que c'est vous aviez? l'impression que j'ai eue. Et moi, je me dis, bon, ben, on va, ok. Qu'on vous prenait pas au sérieux dans votre envie de faire quelque chose, quoi. Oui, ou que c'était plus, oui, bah, il est là, ouais, c'est oui, plus en touriste, oui. Et, euh, et en fait, au bout de 6 mois, donc là, je reste pas mal avec des VIE comme moi, français. Et puis au bout de 6 mois, je me dis, il faut aussi, enfin, ce que j'avais fait en Suède, il faut que je sois pote avec des gens, des Tunisiens. Donc là, il y a un moment où je dis, j'en ai marre, je veux travailler. Ah oui, tu veux travailler, d'accord. Ah bon? Euh, et là, les deuxièmes 6 mois sont géniaux. J'ai plein de boulot. Donc vous êtes allé en demander, quoi. Oui, Là, oui, mais vous il a avez fallu, toqué c'était au... pas juste toquer aux portes, c'était, il y a un moment où ça clash un petit peu, en fait, avec une avocate senior, voilà, qui, qui a, j'avais préparé quelque chose, qui me donne un projet de document, qui me dit, mais, qui avait une réputation d'être assez dur, hein, et qui me dit, non, on devait se voir à 14 heures. Et à 8h30, mon téléphone sonne. Et moi, j'étais encore dans mon lit. Et j'arrivais à 9h au boulot. Et c'était assez rapide. Et il y a une secrétaire qui me dit, il y a l'avocate en question qui crie dans les bureaux qu'elle va te virer. Je dis, bon, d'accord, je viens. Et, en fait, l'avocate était très sympa. Elle voulait juste que j'arrive vite, je pense. Discuter à 9h plutôt qu'à 14h comme c'était prévu. Et à la fin, moi je prends un peu mon courage à deux mains et je me rappelle, je dis voilà, mais tu sais, enfin,
franchement, si tu veux que ça s'arrête maintenant, il paraît que tu disais qu'on arrête. Moi, je m'ennuie là, je suis venu pour travailler. Et c'est elle qui me dit, ah oui, tu veux travailler? Oui. Et à partir de ce moment-là, elle m'a donné plein de boulot. C'était hyper intéressant. C'est très bien entendu. Euh, et j'ai prolongé même d'1 an. Ce qui fait que j'ai fait 2 ans en Tunisie, en fait. Et là, j'étais totalement intégré avec les avocats qui sont encore des amis. Et pareil, à la fin, je me dis, ah, j'aimerais bien rester. Est-ce que je peux rester? Mais le problème, c'est que si je reste, je suis juriste. Il faut que je rentre à l'école. Mais mon boulot me plaisait beaucoup. C'était un boulot euh, assez transversal. Je faisais du M&A, je faisais du projet. C'est là où j'ai découvert d'autres matières, du regulatory. On travaillait sur des grands projets. C'était très intéressant. Comme quoi, du conflit, hein. Oui, 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 et surtout de la discussion. Et voilà. Et c'est quelqu'un après avec qui je me suis très bien entendu et, euh, et, et qui m'a beaucoup appris. Donc oui, non, non, clairement. Voilà, c'était un moment particulier. Et donc après, pendant 1 an et demi, je voyage énormément en Tunisie, dans les petits villages, chez les maisons troglodytes, le Cap Bon. C'est un pays fantastique avec tous les vestiges romains où ma mère, j'ai de très bons souvenirs de voyages avec ma mère, avec ma grand-mère, avec mon frère, avec beaucoup d'amis qui sont venus me voir. C'était extraordinaire. Alors après, j'étais très touché par rapport à ce qui arrivait à la Tunisie, euh, le, le, le- les différents attentats qui ont marqué le pays, puis la crise politique. Enfin, c'est des gens courageux. La preuve, c'est la révolution de Jasmin, mais derrière, euh, je pense que c'est normal, mais ce tâtonnement et cette reconstruction qui prend un peu de temps. Euh, mais, euh, mais juste, oui, c'est un pays où les gens sont courageux, ont une culture extrêmement riche parce que ça a été un carrefour de civilisation et je trouve qu'on le sent quand on est là-bas. Donc voilà, et donc oui, au bout de 2 ans, je rentre en France. Et quid du droit tunisien? Alors c'est assez proche du droit français, c'est civiliste, pas mal de références. Donc ça n'avait pas posé plus de Non, il problèmes que fallait ça. lire, voilà, les textes sont à 80, je dirais, alors il faudra peut-être me reprendre, mais à 90% en français, quand il y a des textes en arabe, de toute façon, euh, mes collègues tunisiens étaient capables de lire et de me dire ce qu'il y avait dedans, donc voilà. Et c'est là aussi où j'apprends pour la première fois à travailler dans un droit qui n'est pas le mien. Euh, et donc au bout de 2 ans, il faut rentrer. Et là, Kamel me Et dit... faire, pardon, Et faire Kamel. l'école. Ouais. Et Kamel me dit, écoute, si tu veux, je te prends à Paris dans mon équipe financement structuré. Parce que ça se passait bien. Je rencontre les différents associés seniors de l'équipe, ça se passe bien. Je suis recruté. Et là, forcing, pour faire encore un truc particulier, l'EFB à Paris, donc demander un transfert. J'avais toutes les conditions. Parce que, bah Un oui, du coup, vous appart. étiez à l'école de Nancy. Oui, ouais, mais il y avait plusieurs conditions et un contrat de juriste salarié euh, chez Gide qui acceptait de me prendre comme juriste pendant 1 an. Et donc il y avait le régime salarié de l'EFB qui prenait les différents, enfin qui marchait. En gros, j'ai réussi à faire le régime salarié de l'EFB, donc après l'apprentissage, le VIE, le stage, faire le juriste. Donc, nouveau contrat et intégrer l'équipe. Et alors là, je découvre un autre monde. En fait, c'est la première fois que je suis en cabinet à Paris. Ça fait, donc là pour le coup, on est en 2010. Donc j'ai 26 ans, 6 ans d'études, 3 ans de travail. J'ai jamais travaillé dans un cabinet parisien. Et là, je me retrouve chez Gide. Et on se souvient de ce café Ouais, pétrifié. exactement. Et là, je me retrouve à devoir faire du financement structuré et qui est un droit, alors pour le coup, qui est vraiment, c'est du droit, parce que c'est du droit des obligations et du droit des sûretés. On fait que ça, en fait. Quand on dit financement structuré, les gens ont l'impression qu'on fait du financement. Non, non, on fait du droit.
droit des obligations, droit des sûretés. Très technique. Très technique. Et je suis pas stagiaire. Et il faut tout de suite, j'ai 2 ans d'ancienneté, il faut tout de suite se mettre au niveau. Je me rappelle avoir passé des nuits blanches pour le travail, mais aussi stressé. Je me suis De pas être à la hauteur. Ouais, puis des enjeux, je voyais des prêts de 200 millions d'euros, je me disais, mais si j'oubliais un truc, j'ai mis du temps à gérer ce stress, je me suis cassé une dent en dormant, c'est vraiment, j'ai mis du temps à l'apprivoiser. Et vous en avez parlé ou juste on serre les abdos et... On serre les abdos. On serre les abdos et puis alors, j'étais donc en couple avec mon épouse aujourd'hui et on s'aidait beaucoup, on se parlait beaucoup. Après, c'est vrai que mes potes de Nancy, pareil, tout le monde était un peu en cabinet, donc on avait les mêmes stress. Voilà. C'est vrai que oui, j'ai ce souvenir stressé, mais l'équipe était très sympa. Et là, j'ai eu cette chance-là, c'est que je suis jamais allé la boule au ventre au travail, et j'espère qu'aucun de mes collaborateurs n'a cette boule au ventre, et si c'est le cas, je me remettrai moins en question, parce que c'est clairement les associés qui donnent le ton là-dessus. Et moi, j'ai eu cette chance-là. Kamel Ben Salah et Eric Cartier-Mignon. Et j'ai aussi la chance de voir un jeune associé, enfin un collaborateur, Rémi Tabag à l'époque, qui a 34 ans, passe associé. Là, je me dis, en fait, c'est possible. Parce que jusqu'à maintenant, un peu cette impression que dans ces cabinets d'affaires-là, les carrières sont interminables avant de... Jusqu'à présent, je me disais, je me différencie des autres. Je me différencie par mon parcours, par mon parcours. En même temps, je me prouve que je suis pas à côté de la plaque. Et là, j'ai eu un virage un peu. J'avais postulé en stage dans un des 2 cabinets références en matière de contentieux commercial quand j'étais en Tunisie. Parce que mes potes me disaient, Nico, entre la Suède, le Luxembourg et la Tunisie, tu trouveras jamais de boulot à Paris. Et j'ai eu un peu peur. Et donc j'ai envoyé des candidatures et là j'ai un de ces 2 cabinets qui, pour le coup, parlait pour tout le monde, qui me prend en stage en contentieux commercial. Et c'est le moment où c'est à la fin de la première année, où je me dis, soit je prolonge ce que je suis en train de construire, et c'était vraiment très intéressant. Tu dis, je prenais, puis il y avait aussi la dimension commerciale, c'est-à-dire c'est moi je sortais les clients comme j'avais pas de famille. J'ai créé mes premières relations clients très jeunes avec des clients du cabinet où j'ai appris à aller au restaurant, tenir une soirée, essayer de créer quelque chose pour un jour avoir un autre dossier, enfin voilà. Et j'ai eu ce choix à faire, et c'est vrai que là, effectivement, j'aurais pu basculer, retrouver un peu plus ce qui m'avait donné envie d'être avocat au départ, mais j'ai fait le choix de rester en Tunisie. Et donc, oui, j'ai ce parcours complètement atypique qui me fait arriver là, au milieu de tous les Parisiens. Mais c'est fou quand même qu'on vous ait dit, que vous n'arriveriez jamais à trouver un boulot à Paris, parce que vous étiez quand même chez Gide en Tunisie. Enfin, on peut imaginer ne serait-ce qu'une mobilité interne entre Gide, Tunisie, ça, vous me disiez hors Paris. Gide. Hors Gide, tu n'y arriveras pas parce que t'as perdu du temps. Et alors, étudiant, mais sortez-vous ça de la tête, cette histoire de perte de temps. Exactement. Et j'ai gagné beaucoup de temps. C'est là où j'ai gagné du temps parce que, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai été professionnel dès la salle de marché, en fait. Et donc après, quand on est juriste, quand on est en VIE, quand on est en apprentissage, on est un salarié
on n'est plus un stagiaire, Et en et les plus, du enjeux coup, sont différents, c'est la pression est des différente. expériences longues. Ouais, 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 ouais. Puis chez Exane, c'était le moment où, époque Kerviel, Lehman Brothers, donc j'ai assisté à tout ça de l'intérieur, c'était très marrant, mais c'était pareil, c'était des enjeux. On parlait de beaucoup d'argent, on voyait des fortunes qui se défaisaient, des mecs qui tout d'un coup ne revenaient pas au bureau le lendemain parce que la salle se vidait. Donc oui, je pense qu'il y a aussi tout ça. J'étais confronté à des moments un peu spéciaux entre Linklaters Londres et un an après Lehman Brothers, Kerviel, un peu plus tard. Enfin, euh, on voit des mondes s'effondrer. Mm. Et, euh, et c'est la période de la crise aussi où j'ai un de mes meilleurs amis qui sort plus tôt, qui avait passé le CRFP un an plus tôt que nous, et qui lui donc a fait l'école et est employable en 2009-2010, période de crise. Il trouve pas il trouve pas de collab dans les plus gros cabinets. Mais par contre, et c'est là aussi, c'est une histoire de chemin, mais il commence dans un plus petit cabinet qui lui convient très bien, et derrière, euh, c'est probablement le plus, celui de mes amis qui est le plus brillant. Derrière, il monte son cab, et maintenant, il a son cab tout seul, il s'éclate, il fait ce qu'il veut, il a ses clients. Enfin, c'est Mm. quelqu'un que j'admire beaucoup. Donc tout ça pour dire, effectivement, à ce moment-là, c'est quand même la crise. C'est pas pareil, hein. On ne sait pas si on va trouver du travail. On prend un peu ce qui arrive et on a peur de le perdre. Euh, Pendant 2 ans, moi je vois en financement, c'est le moment où ça repartait, mais les mecs avaient vécu 2 ans sans travail, ou en travaillant très peu, et étaient encore marqués par ça. Euh, euh, et donc j'arrive et je vois malgré ça, l'activité qui repart bien, tous ces gens qui sont très très bons, qui maîtrisent parfaitement ce qu'ils font, qui sont gentils, qui m'apprennent, qui prennent du temps, euh, et un collaborateur senior qui devient associé à 33 ou 34 ans. Et là, je me dis, en fait, c'est ça que je veux. Euh, je veux devenir associé. Parce que j'ai choisi ce métier, ça, par contre, c'est une constante depuis le départ, pour être mon patron. Que ce soit dans une grosse structure, que ce soit... Je veux avoir mon business. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, je regarde beaucoup les gens autour. Moi, il y avait vraiment... J'allais dire, du coup, c'est comment vous avez fait? Parce que j'ai posé cette question à Anne-Sophie Nourri, dont j'ai diffusé l'épisode la semaine dernière, et c'est pareil, elle a dit, bah en fait, moi, là, j'arrive chez Whale, et là, mon objectif, c'est de devenir associée. Je lui ai dit, alors, comment vous avez fait? Et donc, je vous pose la même question. on serre les abdos et les fesses, et on travaille. Disponibilité, euh, le maximum de disponibilité, le maximum de rigueur et le maximum de bonne humeur. De toute façon, à partir du moment où on demande de faire le travail, on va le faire. Parce que c'est un métier quand même, c'est un métier qui apporte beaucoup sur le plan personnel, sur le plan financier, mais c'est un métier violent dans son exercice. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois, mais je pense qu'il est violent aussi bien pour les pénalistes que pour les avocats qui font du conseil. C'est un métier qui prend la place qu'on lui donne, clairement. C'est-à-dire, on a un client qui nous appelle le 24, le 25 décembre. On va répondre, on va lui dire, écoute, là, on met les barrières, hein, je dîne. Est-ce que c'est très important? Oui, non. Bon, c'est très important. Ok, dis-moi et on va voir ce qu'on peut faire. Mais donc à ce moment-là, je me dis, voilà, je vais tout donner. Alors c'est beaucoup de sacrifices. On rate beaucoup d'anniversaires. On est un peu le mec, celui qui perd ses amis dans les films, qui est en retard, qui arrive quand les bougies sont soufflées, qui oublie qu'il y avait un anniversaire, qui oublie, qui connaît pas trop ce que c'est que les pots en terrasse pendant un petit moment. Mais en même temps, on travaille sur de beaux dossiers,
On a accès à des clients, on se crée des relations et des amitiés aussi chez les clients. On a accès à un monde. Et donc ça vous a été possible Ouais. de cette relation clientèle assez rapidement, Tout de suite. tout de suite? Tout de suite, mais encore une fois. Parce que ça a dû donner du sens, je suppose. Oui, puis en fait, moi, enfin, je pars du principe. J'ai eu un associé, des associés, là pour le coup, tous ceux avec qui j'ai travaillé, donc les associés de l'équipe financement structuré, que ce soit Kamel Menzala, Eric Cartimillon, Rémi Tabac, puis après Laetitia Mercier, d'autres associés de Banque Finance, qui étaient des gens qui avaient confiance en eux, donc qui n'ont jamais eu de problème à mettre en avant les collaborateurs. Euh, euh, et je ne comprends pas les associés protectionnistes qui refusent de mettre en avant les collaborateurs, qui les cachent en ayant peur que le business leur échappe. Parce que si on a cette peur-là, c'est qu'on n'a pas de business, en fait, c'est qu'on est juste de passage. Au contraire, moi, il faut savoir faire monter les gens et puis leur donner, un jour, leur dire, bah tiens, maintenant c'est à toi, fais-en bon usage, et moi je vais continuer à faire ce que j'ai fait avant, à essayer de créer de la valeur. Et là, moi, on m'a donné cette possibilité-là. Et donc un développement en interne très fort avec une grande disponibilité Oui, pour le premier client qui est donc Gide oui, et vos associés ici. oui. Est-ce que vous avez aussi développé en perso? Alors, dès qu'on me demandait euh, est-ce que tu peux m'aider, ou tu peux le faire, je disais oui, par principe. Je me suis même retrouvé, et c'est la seule fois où j'ai dû à faire le c'est un divorce à l'amiable, Mais un divorce quand même. un divorce quand même. Alors je crois que dans le serment il y a le principe de compétence, mais C'est bien de le reconnaître. Que c'est pas parce qu'on fait du financement structuré que non, un mais divorce à l'amiable, c'est un claquement de doigts. non, non, ça l'est pas. Ça l'est pas, mais mon client était avocat et lui gérait mieux ça, donc il me disait quoi Il faire. voulait juste un nom. Mais non, mais pour dire, oui, j'ai fait beaucoup de corporate, enfin beaucoup, quand je pouvais, et ça a servi. Oui, surtout auprès de potes, que j'ai rarement fait payer, Mm. mais parce que je me voyais comme le médecin qui peut rendre service. Donc c'était pour rendre service, c'était pas dans une logique. Vous aviez vraiment cette stratégie de développement en interne. Ouais, Moi, si je veux m'associer ici, ouais, mon client c'est ouais, ici et donc c'est ouais. lui que je dois Je fais servir. d'autres choses à côté pour plutôt pas tester, euh, confirmer, entretenir certaines compétences, plus de droit des sociétés. On a fait des choses assez compliquées, même plutôt de droit de propriété intellectuelle d'un ami qui était designer, un autre, c'était tous des copains d'enfance qui montaient sa boîte dans le sud, et qui se faisait racheter une partie par un investisseur, négocier le pacte d'actionnaires. Voilà. Donc on en revient à Mathieu Juglar qui dit voilà, avant d'être un bon spécialiste, il faut être un bon généraliste et c'est Ouais. aussi bien de savoir se mettre dans d'autres matières que les Oui. tiennes. Oui, parce que ça ouvre plus de portes. Et puis le droit, je pense, on l'a tous choisi au départ parce que, enfin en tout cas moi, mais je pense que c'est quand même ceux qui l'ont choisi, c'est parce qu'on aime bien lire, on aime bien ouvrir un bouquin et se dire, tiens, je connais rien à ça, mais je vais lire ce bouquin et derrière, en travaillant un petit peu, je suis capable de comprendre. Je saurais dans quel code chercher, je saurais quelle doctrine aller regarder, je saurais. Voilà. Donc moi, j'avais cette curiosité-là. Enfin, j'ai toujours beaucoup aimé acheter des bouquins de droit. Alors que chez Gide, C'est on quand est je me dans- suis rendu compte que ça ne m'avait jamais traversé l'esprit Ouais, d'acheter un bouquin de droit que je me suis dit et de lire une revue de droit hein, que je me suis dit mais en fait c'est peut-être juste pas la profession ouais, pour moi quoi. ouais. Parce qu'à un moment c'est quand même ma matière de travail Oui, si ça m'intéresse pas ouais, plus c'est que ça ça. c'est quand Ouais, même un problème. ouais, non, Donc mais c'est le clairement. Oui, contre-exemple. oui, tout à fait, Ouais. tout à fait. Ouais, moi c'est, j'aimais beaucoup ouvrir des bouquins. Donc là, tiens, droit des sociétés commerciales, on va lire ça, tac. En plus, on en fait beaucoup, on est obligé en financement d'en faire, mais là, c'était d'appliquer certains concepts. Voilà, donc, mais le perso, non, je me dis, je vais passer par l'intérieur,
je vais passer par l'intérieur. Alors, ça veut dire quoi? Il y a toujours plein de gens au-dessus, il y a toujours plein de gens à côté. Faut pas penser à ça. Il faut avancer. Et donc, il faut penser à quoi? Faut penser au client. À se dire qui le client identifie comme quelqu'un à appeler. Qui le client veut voir. Faut penser au client. Et moi, je me rappelle, je ne sais pas si je l'ai dit à Kamel, mais il invitait souvent certains clients dans des restos et on y allait ensemble, parler après un dossier, pour parler d'un nouveau dossier, et créer une relation toujours amicale. Donc moi, j'ai pris l'habitude aussi, puis de devenir... Et après, j'invitais certains clients, moi, tout seul. Et alors, comment? Et là, je me disais, ah ben, la première fois, ça, c'est un autre associé. Parce que ça, c'est une audace. C'est Arnaud Duhamel qui m'avait dit, je le cite, l'associé ici, il m'a dit, La balance. les clients, c'est comme les filles, t'en invites 10, tu te prends 9 râteaux, mais... Mon Dieu. Et c'est très vrai. C'est-à-dire, il faut pas avoir peur, il faut inviter, et puis sur un malentendu, ça peut marcher. Sur un malentendu. Alors, j'essaye de mettre en vos interlocuteurs. Qui sont vos interlocuteurs? Mes interlocuteurs, c'est des banquiers. Je fais du financement immobilier essentiellement. Des banquiers et tous les acteurs du monde de l'immobilier, de foncières, de groupe hôtelier. Donc des personnes quand même avec des responsabilités et plus seniors que moi. Un certain statut, plus senior, et vous êtes en dîner, post-deal ou autre avec eux, et potentiellement vous dites, et si on se revoyait, est-ce que comment ça se passe? C'est quoi la tournure? Pas de courage, pas ce courage-là. Plutôt un email. Le râteau fera moins mal. Plutôt courageux mais pas téméraire. Plutôt un email. Et là, je me disais bon. Maintenant, il faut que j'invite les gars dans un super resto. Et moi, j'invitais les clients, donc, dans des restos où je me disais, il faut que ce soit mieux que ce qu'on avait fait avec Amel. Et je l'ai payé de ma poche, et je me rappelle, en janvier, la première fois où je l'avais fait, j'en avais fait 4 ou 5. Je suis allée à la Tour d'Argent. Et j'avais passé pratiquement ma rétro en invitant 6-7 clients. Mais ils avaient tous dit oui. Et je m'étais dit, c'est génial. C'est génial. Et c'est là où j'ai appris aussi, ça fait partie du métier, à me retrouver et avoir cette peur du blanc. C'est des gens qu'on connaît, qu'on a croisés autour de la table. Moi, j'essaie de donner donc une image où je suis assez sûr de moi, mais c'était pas toujours le cas. Des fois où je suis à grosses gouttes. Donc là, je me dis, voilà, il faut parler. Alors, c'est des gens qui avaient en moyenne, je dirais, entre 5 et 10 ans de plus que moi. Voilà. Et l'email, c'était, je suis désolée, je reviens à juste cet instant d'audace, on va revenir là-dessus. C'était dans vous sentiez à un moment, vous aviez... La bonne année, là. Une fois, la fois où ça a bien marché, c'était à la bonne année. Tiens, je te souhaite meilleurs vœux, blablabla. Par ailleurs, si tu es disponible, ça me ferait plaisir de t'inviter à déjeuner pour échanger ensemble sur tes projets pour 2012, 13. Super. Et vous étiez à quel niveau d'expérience, de seniorité? Là, ça devait être 2012-2013, donc c'était en fait un an ou 2 ans en France, donc 3 ans ou 4 ans. Mais c'était juste ma deuxième année en France. Non mais donc hyper jeune. Oui. Enfin, oui. Je suis contente d'avoir posé la question parce que c'est pas au bout de 6 ans chez Gide. Non, je pense qu'au tout début, ça doit être 2013. Alors, ça doit 2013. J'avais attaqué décembre 2008. Donc, ça faisait 4 ans, dont 2 à Paris, quoi. Ouais, 2013. Ouais, 2013. C'est là où j'ai dû faire les premières fois. 2013-2014. Et donc, ce ratio, 9 râteaux pour 10 propositions, 9 râteaux. Moi, je pense que je ciblais mieux. Je ciblais mieux mes conquêtes. Je ciblais les clients où je voyais qu'il y avait un bon relationnel. Voilà.
Et après, je le disais à mes associés, et qui étaient très contents de ça. Je veux dire, qui m'ont encouragé, qui même dans mes évaluations disaient voilà, c'est bien. Et donc vous leur disiez après coup? Non, ça dépendait. Non, est-ce que j'aimerais bien faire cette démarche? Ah non, je disais pas ça. Non. Je disais tiens, je dîne avec machin ce soir. Ah oui, donc c'est après coup quand même. Oui, après l'invitation. Oui, après l'invitation. Mais encore une fois, j'étais dans une équipe extrêmement bienveillante, où moi aussi c'est se sentir intégré. Encore une fois, jamais la boule au ventre, des gens très pédagogues et qui parlent qui parlent comme des entrepreneurs. Et donc, t'es entrepreneur toi aussi, tu dois aider. Et bien sûr que j'allais pas prendre de décision, j'allais pas parler, je parlais pas de leur dossier. Les dossiers, bien sûr qu'ils allaient à mes associés. Là, pendant 1h30, c'était purement perso en fait. Et puis voilà, j'appréciais déjà le vin, donc j'en profitais pour parler vin, voilà, on choisit des gens avec qui on a des points communs. Et... Ça me rappelle Vincent Bruno, qui profite de son amour pour la gastronomie. Oui, ben voilà, moi typiquement c'est ça. D'ailleurs ça se voit. Mais non, c'est vrai que la partie effectivement commerciale, s'asseoir et parler, j'ai ça avec mes clients. Je crois que j'ai dîné avec à peu près tous mes clients. Ouais. Ma clientèle d'aujourd'hui, j'ai dîné avec tous. Et en échangeant sur des sujets perso, quoi. C'est voilà. Il y a mais ça, je l'ai découvert en Tunisie. Ce côté, on s'assoit, on se parle, on prend le temps, parce que là, pour le coup, les gens venaient plutôt. Moi, je dînais plutôt avec les Français ou les étrangers qui venaient en Tunisie, qui étaient un peu tout seuls, et donc il fallait les sortir au restaurant. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'ai retrouvé, mais que j'aime beaucoup. Et alors, vous aviez dit que la plupart de ces clients étaient plus âgés que vous. Oui. Ça a peut-être fait aussi une sorte de mentorat, non? Oui, et puis c'est des amis maintenant. C'est-à-dire c'est des gens qui viennent en week-end. Maintenant, ça fait 7-8 ans qui sont devenus, oui, que bon, je connais les enfants, qui connaissent les miens, qui on n'a plus rien à voir ensemble. Ils continuent à être clients de Gide ou pas. Ces financements structurés immobiliers, c'est plus du tout ma matière. C'est des gens que je vois, avec qui on passe des week-ends, on va acheter du vin ensemble. Voilà, ça fait une mentorat, mais dans la vie. N'empêche que ça vous a, vous êtes entouré très vite de personnes qui étaient plus expérimentées que vous, qui avaient déjà des carrières, tout à fait. Mais ça, au cabinet bien aussi. sûr voilà. Au cabinet aussi. Au cabinet, on arrivera après, mais au cabinet, j'ai mais j'ai une dizaine, je dirais, de personnes qui m'ont énormément apporté, qui sont tous plus âgés, qui sont des amis. Tous ceux qu'on a cités jusqu'à présent, mais Hubert Merveilleux aussi qui en fait un financement, Stéphane Vernet bien entendu qui m'a fait associer en projet, Krotov, Pitron. Et toutes ces relations, parce que donc vous êtes allé les chercher avec ces clients que vous avez invités, il y a bien évidemment vos associés, les personnes qui vous ont formés. Oui. Vous dites qu'il y en a un certain nombre d'autres. Est-ce que c'est des personnes avec qui vous travaillez? C'était quand même l'occasion de relation de travail? Ou est-ce que c'est des personnes, vous aviez identifié quelque chose chez elles que vous aviez, qui vous inspirait, et donc vous alliez les voir? Les deux. Alors, il y en a avec qui j'ai travaillé, et d'autres qui m'inspiraient, oui. Et après, c'est comme une palette. On prend un peu chez l'un, chez l'autre. Et maintenant, même chez les jeunes associés, je pense qu'on se construit une identité ensemble. Il y en a plein, et pour qui j'ai beaucoup d'admiration, mais pour des raisons complètement différentes. Et après, effectivement, c'est un peu le côté caméléon ou une palette. On essaie de se dessiner soi-même, de dessiner. J'allais revenir exactement sur cette image. Un peu de ça, un peu de ça. Tiens, j'aimerais être comme lui. Moi, j'ai souvent fonctionné comme ça en disant, tiens, lui, ça, c'est quelqu'un qui est gentil.
C'est quelqu'un, tiens, celui-là, il se laisse jamais démonter en ego. Tiens, celui-là, il a pas peur d'aller chercher les clients. Tiens, celui-là, il s'intéresse à la vie de ses collaborateurs. Moi, je suis extrêmement reconnaissant de tous les mecs qui m'ont invité, quand ils étaient associés, que moi j'étais collaborateur, qui m'invitaient à dîner chez eux. Mais ce côté, la première fois c'était à Tunis, c'était Kamel, mais je me vois appeler ma grand-mère et me dire qu'est-ce qu'on fait quand on est invité par son associé. Elle dit bah tu prends des fleurs et une boîte de chocolat. Bon, j'étais arrivé avec mes fleurs et mon chocolat, mais c'est dans ces moments-là où justement un cabinet comme Gide, il y a beaucoup de bienveillance et cette volonté de transmettre, et parce que c'est des mecs qui ont des histoires, qui ont 40 ans de métier, qui ont ouvert des bureaux à l'étranger pour certains, d'autres certains sont des pénalistes, d'autres sont des... Non, mais ça a été, c'est une dynamique qui s'inscrit dans une culture et donc et vous en êtes enrichi, vous en avez profité. Mais il y a quand même eu cette logique de palette, de tiens qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je peux prendre et du coup de se dessiner à partir de ces modèles-là. Oui. Et ça c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce que du coup c'est pas juste une histoire de formatage. Non. Enfin non, il faut être prêt. Faut être prêt et là la Tunisie m'avait apporté ça. Pendant 2 ans, j'ai toujours été entouré de plein de gens. J'étais un peu seul. Le soir, j'étais tranquille. C'est la seule fois où j'habitais tout seul. Autrement, j'ai toujours été en coloc ou en couple. Je faisais beaucoup de sport. J'ai lu beaucoup. Et je me disais, je me prépare. Quand tu vas rentrer, entre guillemets, ça va être la guerre. Il faut que tu sois prêt. Et j'étais prêt physiquement, mentalement. Je m'étais ressourcé. Et je savais exactement où je voulais aller. Je savais exactement, en fait. En arrivant ici, j'avais quand même déjà cet objectif-là d'aller... Et le fait de voir Rémi Tabag, associé jeune rapidement, me l'a confirmé. Mais c'est vrai que cette volonté d'arriver et de dire, tiens, allez, tu vas tout donner. Tu vas tout donner, on va voir ce qui se passe. Oublie que t'as rien à perdre. Mais, et en fait, c'est ça. Et donc après, j'étais prêt et j'avais aussi cette chance-là d'être en couple avec quelqu'un qui m'a jamais dit t'as raté le week-end, t'as raté le machin, qui voyait qu'on construisait chacun de son côté quelque chose et que moi c'était comme ça et qu'il fallait mettre toute son intensité, tout son courage là-dedans pendant un moment. Et d'ailleurs, pendant un moment, vous vous étiez donné un peu une deadline, un truc? Non, la deadline, elle est arrivée quand j'ai eu ma fille. Je me suis dit, en fait, maintenant, moi, en fait, j'avais tellement... j'étais, entre guillemets, le collab facile, je disais jamais non. Il faut... Tellement tout donné. Ouais. Là, à ce moment-là, je me suis dit, je peux pas le faire avec un enfant. Je dois être là. Et donc, il faut que ça change à ce moment-là. Et c'est là où il y a eu un peu un frottement. Parce que tout d'un coup, vous vous êtes mis à dire non. Ouais, mais non, même pas. J'ai pas su vraiment dire non. J'ai pas su vraiment dire non. Et j'avais pris la décision de partir pour travailler dans une plus petite structure, sans garantie d'être associé. Là, à ce moment-là, j'avais en 2016, donc ça faisait presque 7 ans. Et en fait, là, je rencontre, grâce à l'équipe de foot du cabinet, Stéphane Vernet qui me dit mais viens en projet. Toi, tu veux un projet entrepreneurial. On cherche à ouvrir des bureaux à l'étranger. Est-ce que ça te dirait? Oui. Viens, rejoins notre équipe. Tu vas te former sur une autre matière. Donc au bout de 7 ans d'expertise en financement... donc 5 parce qu'il y avait 2 ans de Tunisie avant qui était un peu projet déjà. Ouais. Mais 5 ans où vraiment je fais ça, je me dis je repars à zéro. C'est-à-dire je suis inconnu
en projet, financement de projet sur le marché. Il y a quand même en termes de matière, une base commune. Le projet, en fait, il y a une partie du projet qui est le financement à la fin, mais au début, c'est plutôt du droit public. Après, c'est très contractuel, contrat de PC. Il y a beaucoup de corporate parce que la constitution de la société, etc. Et à la fin, il y a une sanction qui est le financement. Donc, c'est des avocats assez complets qui viennent soit du public, soit il y a pas mal d'aspects fiscaux, donc de taxes, soit de financement. Donc oui, il y a une possibilité de se reconvertir dedans, mais ça veut dire qu'il faut apprendre quand même 80% de la matière. Et alors, a posteriori, je me dis, mais comment t'as pu te dire qu'en fait ça allait être plus zen? Mais en fait, c'était le bon choix. C'était le bon choix. Pourquoi? Parce que ça me correspondait plus, c'était plus transversal. Il y avait une dimension où là, on m'a dit, bon, il faut qu'on développe l'activité du cabinet en Afrique subsaharienne. Moi, j'avais gardé ce lien avec l'Afrique tout le long, grâce à Arnaud Duhamel, qui rentrait les dossiers africains de financement et qui me les faisait traiter. Et donc, j'ai toujours gardé ce lien avec l'Afrique, depuis la Tunisie, en fait. J'en faisais 1 ou 2 par an, mais ça me permettait de garder ça, de faire un peu de droit WADA, de travailler avec mes confrères des différentes juridictions. D'avoir une culture des grands projets qui se déroulent là-bas. Exact, ouais. Donc j'arrive là et je pars un peu. Je suis un associé qui depuis est parti à la retraite, François Krotoff, qui a fait ça pendant 40 ans, une machine. Et là j'avais dit à ma femme, rappelle-moi quand ça va pas, qu'il faut pas avoir d'orgueil. Ça va être dur pendant 2 ans, mais c'est un mal nécessaire. Mais sachant que l'objectif, c'était quand même Oui. de regagner en flexibilité un peu en temps pour que... Je regagnais en flexibilité d'horaire. C'est-à-dire, j'ai arrêté les nuits blanches. J'ai arrêté de rentrer après 22 heures tous les soirs, parce que c'était ça un peu le quotidien. La question au départ, c'était pendant combien de temps? Ça a duré de janvier 2011 à janvier 2016. Donc 5 ans. 5 ans à travailler beaucoup les week-ends, beaucoup les vacances. Aussi, alors petit à petit, à comprendre quel est l'intérêt de développer une équipe, de le faire, de former des stagiaires, de former des collaborateurs. À ce moment-là, si en tant que senior d'associé, j'ai pu sortir avec les associés certains deals, c'est parce qu'on était toute une équipe et parce qu'il y avait des gens très courageux, très investis, et sans qui, des fois, les projets ne seraient pas passés, clairement. Et ça, l'avantage encore une fois, de cette équipe, c'est que les associés le disaient, s'en rendaient compte de l'importance de ce qu'on appelle de manière péjorative des petites mains, et les mettaient en avant. Et donc, moi, j'ai tout de suite compris, mais de toute façon, je pense que si j'avais pu choisir n'importe quel métier, j'aurais adoré être instituteur. Donc le passage de témoin, quand on a quelque chose à transmettre, parce que pendant un long moment on est plutôt un réceptacle, là on a quelque chose à transmettre, j'ai vu, ça m'a beaucoup intéressé. Et puis après j'ai pu donner des cours aussi. Donc ça, voilà. Donc pendant 5 ans, je repars à zéro. J'ai des horaires un peu plus sympas. Je vois. C'est lié à la matière? C'est lié à la matière. Le financement, on est à la toute fin du projet. Tous les délais ont été cramés par le corporate, par les gens qui sont passés avant. Et c'est toujours une question de jours, d'heures, de minutes. Ce qui n'est pas le cas des autres matières, sauf exception, mais ce qui est moins le cas. C'est des urgences mieux maîtrisées. Et donc là, j'arrive... Et votre fille est déjà née quand vous passez en projet? Non. Je passe en Donc le passage en projet, c'est avant... 3 mois avant. 3 mois avant. Ouais. Donc quand même, le bébé va géré, arriver, oui, quoi. Tout est géré, c'est quand même pensé dans cette histoire oui. de vie de famille Oui. et d'aménagement autour de cette nouvelle priorité qui arrive. Oui. Et il y a un passage qui est quand même
j'hésite à passer sous silence, mais je démissionne vraiment. J'ai même un pot de départ. Hein, et puis c'est au moment du pot de départ euh, où, où en fait il y a ce projet-là qui est vraiment concret. Et Vous en avez parlé avant le pot de départ? Ou c'est au pot de départ que oui, vous êtes avant, approché en non, mode mais non, vraiment c'est trop avant, bête que tu avant, partes? avant, mais ça s'est concrétisé vraiment à la toute fin en fait, à la toute fin. Il a fallu que vous soyez sur le pas de la porte Non, pour non, non, que... c'est que c'était un problème de timing. C'est que Ouais. moi, j'étais pas au courant. C'est des gros cabinets, j'étais pas au courant qu'il y avait ces projets-là. Et aussi, je pense que les marques d'affection que j'ai pu avoir, je pense, ont décuplé mon attachement au cabinet. Parce que il y a des gens avec qui on a travaillé une fois, deux fois, qui prennent le temps de te recevoir, de t'expliquer. Là. Et en fait, on donne tellement, c'est très important De beaucoup de recevoir. savoir, oui, 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 que les gens disent c'est bien, merci, on a besoin de toi, ou tiens, voilà tes qualités. Et moi aujourd'hui, j'essaie de le faire, il faut aussi être, savoir dire quand c'est pas bien, avec des bons mots, mais quand c'est bien, il faut le dire. Et quand les gens sont attachants, il faut le dire. Enfin, moi, je crois au management avec de l'affect. Enfin, en tout cas, avec moi, c'est ce qui marchait. Et donc, je sais pas faire autrement. Et moi, c'est vrai que voilà, c'est un passage qui a été marquant parce que je me suis dit, tiens, tu fais quand même partie, tu fais partie de, et ça m'a donné encore plus envie de m'intégrer dans le cabinet. Comme une famille. Comme une famille, oui. Ben, on passe énormément de temps ensemble. Et oui, oui. Et puis, enfin, parmi mes associés, parmi mes collègues euh, euh, plus jeunes ou de même âge, j'ai beaucoup de très très bons amis, de gens enfin, qui font partie de la famille, oui, et avec qui je prends plaisir à voir en dehors, alors que j'ai plein de potes, mais ça me fait plaisir de les voir en dehors, de les voir en famille, de les voir s'épanouir aussi, de les aider quand ça va pas, parce qu'on a tous des coups de mou. Voilà, et ça, c'est l'avantage euh, d'être dans ce type peut-être de structure où au final on trouve tous des gens qui se ressemblent, qui nous ressemblent et avec qui on s'entend bien. Donc finalement pot de départ mais on reste. On reste. Donc c'était très gênant. J'en arrivais, je disais à un parent, Avec les cadeaux et non, tout. non, Et oui, 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 beau cadeau. fausse annonce. Et donc on fait une fête, c'est très joyeux. Euh, c'est très joyeux. Et puis bah, après, c'est le jour d'après. Donc il faut découvrir vraiment cette nouvelle matière, devenir crédible, et devenir crédible aux yeux des clients, mais aussi aux yeux des associés. Parce que le but, c'était vraiment de devenir euh, Consel et après de développer l'activité du bureau du cabinet en Afrique subsaharienne. Si un jour c'est possible de le sanctionner par l'ouverture d'un bureau. Donc voilà, donc et donc je suis pendant 2 ans François Krotov jusqu'à sa retraite en fait. Je sais pas si c'est moi qui le suis ou lui qui me suit, mais c'était un avocat à l'ancienne, mais enfin c'est quelle chance d'avoir voilà de travailler avec un mec qui était intransigeant, qui me laissait rien passer. Tous les matins à 8h30 dans mon bureau, euh, c'était le débarquement. Une ou deux fois, mais qu'est-ce que c'est que cette merde que tu m'as pondue Et là, non, François. Mais au final, très bonne expérience. On travaille sur plein de projets ensemble et ça se passe très bien. Et c'est une des personnes aussi qui m'a le plus appris. Et aussi une façon de travailler extrêmement moderne. C'est-à-dire. Bah, lui, c'est le premier qui m'a fait comprendre. Si on voulait pas un jour se faire manger par l'intelligence artificielle, en tout cas, je pense, nos métiers vont évoluer. Alors,
tous selon nos matières. Le nôtre, celui d'avocat d'affaires, en tout cas de projet, on doit s'intéresser au conseil en organisation, on doit s'intéresser au conseil en stratégie, croire en l'organisation et en la stratégie, c'est-à-dire que c'est pas juste du vent, mais le comprendre, savoir présenter, savoir rédiger un contrat, un protocole sur le coin d'une table très rapidement, parce que on est en présence de gens qui se verront plus pendant 5 ans si on signe pas maintenant, savoir faire une présentation PowerPoint d'un projet et de la documentation contractuelle pour une autorité, pour lui dire voilà comment on va monter le truc, parce qu'on apprend qu'on a une audience avec un ministre dans 2 heures, savoir parler aux ingénieurs, aux financiers, voilà, et tout ça avec son ordi sur le coin d'une table à 64 ans, quoi. Donc là je me suis dit waouh, tu m'expliques comment on intègre une photo dans le PowerPoint, j'exagère, mais c'est quelqu'un qui avait une vision extrêmement moderne du métier et dont je me suis inspiré et qui me sert énormément aujourd'hui. Et ça a rempli son objectif parce que Ouais. du coup, Counsel associé, il y a eu une phase Counsel quand même? Ouais, Counsel en janvier 2000, donc j'arrive en avril 2016, Counsel en janvier 2018 ou 2017 et associé voté en juin 2018, donc prise d'effet. Donc un an plus tard? Ouais. Bah oui, c'est bien. Parce que ça a bien marché, parce que la mayonnaise a pris, parce que maintenant j'ai une clientèle aussi que je développe. Je conseille uniquement des gouvernements, sociétés d'État et sociétés privées africaines. J'ai pris ce positionnement-là, d'être le cabinet conseil. C'est un choix que vous avez fait à quel moment? C'est un choix c'est un choix de cohérence et c'est un choix dans l'optique d'aller habiter là-bas un jour. Hein, donc, et puis parce que, encore une fois, il fallait développer un business qui n'existait pas. Et puis, je pense aujourd'hui, c'est la clientèle avec qui je comprends et je m'entends le mieux. Voilà, alors qui demande, je voyage beaucoup. Mais je gère mon temps comme je le veux. Je suis ici. J'ai une équipe qui est extraordinaire, vraiment, avec des collaborateurs de très grande qualité et qui me permet de développer cette clientèle. Mais oui, c'est un choix. Et puis, parce que mes autres associés aussi, voilà, chacun sa... Non, mais je pose cette question parce que pendant quand même un certain nombre d'années, il y avait vraiment ce côté pas vraiment de développement de clientèle personnelle, un entretien de relations privilégiées avec les clients du cabinet, mais tout en étant très clair que c'est les clients de ses associés et que donc, enfin voilà, pas de chasse sur les terres de ses associés. Et donc, est-ce que c'est une fois rentré dans cette équipe projet, où je suppose que pendant 2 ans, vous avez donc suivi les pas de cet avocat. Exactement. Et est-ce que c'est quand vous êtes passé counsel ou passé associé que là, vous vous dites, là, il faut que je développe un business qui soit le mien? Ça a été quoi, en fait, le côté développement Les clients sont ceux, et ça, c'est important, sont ceux du cabinet. Parce que sans le cabinet, c'est impossible. Moi, en plus, les dossiers sont assez transversaux. Donc, je travaille avec mes associés en droit public, en droit immobilier, en droit de financement. Donc, c'est vraiment les clients du cabinet. Après, effectivement, on rentre dans des considérations, quand je dis mon business, plus financières quand on s'approche de l'association, quand on est dedans, parce qu'on doit effectivement justifier d'une activité, d'un développement de chiffre d'affaires. Et donc, en fait, ça a été de dire à ces clients du cabinet, mais on a aussi une practice là-dedans, on peut aussi vous accompagner là-dessus. Non, c'est de trouver de nouveaux clients. Moi, la plupart sont des clients qui existaient, sont une clientèle qui existait pour certains, pour d'autres sont des nouveaux clients, mais pour lesquels il n'y avait pas un associé dédié. Voilà, donc c'est
Donc, c'est des clients qui rentraient chez Gide, ils n'avaient pas d'associé dédié et vous vous êtes positionné. Voilà, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est à force d'être là-bas. C'est des gens qui sont venus me contacter en me disant, suite à certains dossiers, qui m'ont contacté directement. Voilà. Et c'est soit effectivement des gens du cabinet qui ont été redirigés vers moi, soit des clients qu'on a développés avec d'autres associés, et qu'aujourd'hui, pour des raisons justement de cohérence de clientèle, c'est moi qui traite leur dossier, ou très souvent en groupe, avec plusieurs associés, parce que c'est des dossiers complexes. Et enfin, certains, oui, qui sont développés, j'ai envie de dire, localement. Quand je suis là-bas, je fais des rendez-vous. Et donc, il y a vraiment eu cette logique de développement d'une nouvelle clientèle. Et je suppose que le fait de passer associé ou du fait de la pratique ou je sais pas, il y a eu une marge peut-être assez large de business développement, quoi, de temps dédié à ça, créer une nouvelle pratique ou en tout cas faire venir de nouveau une clientèle nouvelle très ciblée qu'ensuite vous avez modelé, dessiné en fonction de vos appétences personnelles, votre intérêt pour l'Afrique qui date de il y a un moment comme on l'a vu parce que premier stage donc ça a été ça en fait le mix dans le shaker. Tout à fait, ça a été ça et je dirais aussi qu'il y a la volonté, c'est toujours pareil, d'avoir une expertise qui sert aussi à la clientèle globale du cabinet. Et effectivement, maintenant, j'ai cette clientèle avec qui je travaille, mais peut-être qui me permet de développer de nouvelles connaissances que je mets au service de mes associés et de leur clientèle à eux, qui elle, peut être une banque française, un groupe du BTP français, un groupe canadien un fonds d'investissement canadien qui décide de se développer, enfin d'investir en Côte d'Ivoire par exemple. Voilà, tout ça. Et puis après, créer aussi, il y a cet aspect-là qu'on n'a pas évoqué, mais qui est très important, créer des relations avec mes confrères des différentes juridictions dans lesquelles j'interviens, parce que effectivement, il faut toujours avoir ces relations, c'est des projets où on a besoin de compétences de cabinets internationaux et aussi de cabinets locaux. Et comment est-ce que tout ça... et vous avez dit que vous voyagez beaucoup. Comment est-ce que tout ça se mixe avec cette vie de famille ? Et j'en parle d'autant plus que vous avez mis l'accent sur le fait que, à la naissance de votre fille, c'était clair que ça devenait aussi une priorité et qu'il n'était plus question que ce soit toujours en deuxième plan. Tout à fait. La vie de famille, alors, j'ai mon temps à l'étranger, où là, je travaille 110% du temps, je retrouve mon rythme d'avant, où pour le coup, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de temps mort. C'est combien de semaines par an, par exemple ? C'est plutôt, je dirais, entre 5 et 10 jours par mois. Par contre, quand je suis ici, sauf exception, je vois mes enfants tous les soirs, tous les matins. S'il y a des obligations vis-à-vis de l'école, c'est moi qui m'en occupe volontiers. J'essaie d'être disponible tous les week-ends, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Voilà, je pense que j'ai du quality time, mais en quantity. C'est-à-dire, si je fais 3 semaines ici, c'est 3 semaines où je verrai mes enfants le soir et le matin. Donc ça match. Des fois, je vais déjeuner avec eux, même parce qu'ils sont on habite à côté. Oui, ça match. C'est-à-dire, en même temps, on peut pas développer. Je suis encore jeune associé. On peut pas faire ce métier en se disant je vais être à la maison tout le temps et border mes enfants tous les soirs. Peut-être qu'on pourra, tant mieux. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Il faut aussi être là quand on a des gens, des jeunes collaborateurs, collaboratrices qui travaillent tard le soir. Il faut savoir aussi être là avec eux.
voilà, c'est un équilibre qui est difficile à trouver. Aujourd'hui, moi, tout va très bien. Donc voilà, je pense, j'échange beaucoup avec ma femme aussi, on se dit les choses. Des fois, je dois prolonger, ça me rend triste. Mais si j'ai un client qui me dit que là, demain, il y a une réunion importante avec tel ministère, s'il te plaît, reste, je reste. Oui, ils le savent. Tiens, il faut partir là. Oui, après, c'est un deal entre vous deux, quoi. C'est Entre nous quatre. entre vous quatre. Ma femme, ma fille, mon fils. C'est un deal entre les quatre. Mais on est. Sur quoi vous faites des sacrifices? Aujourd'hui, sur le sport, je faisais beaucoup de sport. Là, quand j'ai du temps libre le week-end, j'amène plutôt ma fille faire de l'équitation ou voir la mer avec les enfants. En ce moment, c'est le sport et ça me manque. Parce que c'est quelque chose qu'on faisait à deux avec mon épouse beaucoup. Donc, il faut qu'on trouve le rythme de le faire l'un sans l'autre. Je dirais, c'est ça. Et sur les peut-être les soirées entre potes. On en fait, mais beaucoup moins. On essaie de se retrouver en famille. On a une maison en Normandie. On aime s'y retrouver tous les quatre, ou des fois avec des amis. Et après, on essaie aussi de voir nos familles respectives, qui sont en Savoie pour ma femme, dans le sud pour moi. Donc ça demande aussi. Voilà, il y a mes amis d'enfance dans le sud que je vois pas assez, mes amis de Nancy que je vois pas assez, qui sont pourtant pour Paris, sur Paris pour la plupart. Non, mais je pose cette question parce que hier, j'échangeais avec des auditeurs, des Oui, personnes qui me suivent, et on m'a encore posé cette fameuse question de est-ce conciliation vie pro, vie perso, et je disais, mais en fait, tout est une question de priorité, oui, et quel que soit votre mode d'exercice, vous ferez des sacrifices sur bien sûr. quelque chose parce que c'est... Et, Et donc, c'est pour ça que je pose cette question, pour le mettre en évidence. Et là, il y a clairement une priorisation de, un, vie de famille, deux, travail. Et on sent quand même que, puisque vous avez beaucoup parlé pendant cette interview de vos amis, des amis de fac, oui, de de tout au long. tout au long du Oui. parcours, les clients qui sont devenus des amis, les Mm. mentors qui sont devenus des amis, les associés qui sont devenus des amis, des collègues. Et donc, ces amitiés, et si c'est des amitiés avec un A solide, quelque part, ça s'entretient aussi. Mm. Et je voulais poser cette question, comment vous entretenez de manière qualitative cette famille d'amis? Alors, en faisant de grandes fêtes de temps en temps, où il y a tout le monde, c'est vrai. Euh, les dernières, c'était justement pour mon association. J'ai essayé de réunir un maximum de ces différents mondes, mais comme on a toujours fait depuis 18 ans, il y a toujours eu des amis en plus. Mais je pense aussi parce que moi, je- cette carrière entre guillemets, euh, je l'ai construit aussi comme une course ou j'ai fait beaucoup de rugby. Après, je fais pas enfin, des semi-marathons jusqu'à un trail de 100 km avec ma femme justement deux amis dont un du rugby. Enfin, c'est des expériences très marquantes et en fait j'ai vécu ma carrière enfin jusqu'à présent comme une course, il faut être prêt, il faut se lever le matin, il faut gagner. Euh, et, euh, et en fait, j'avais envie de réunir un peu tous ces gens autour de moi. Enfin, la vérité, c'est que j'avais envie de rendre un peu les gens fiers, je pense. De me dire, tiens, il a raté les trucs, mais aujourd'hui, il est associé. Qu'est-ce que Il a vous fait. avez l'impression d'avoir raté? Je suis désolée, Non, en fait, j'ai, j'ai, j'ai pas été là à certains événements, mais j'étais là pour tous les événements importants à peu près. Donc, euh,
Je Il dirais a que je raté change, des trucs. je change. D'accord, il a raté des trucs en termes. Oui, il Il était n'a pas pas été présent à à certains certains événements. événements. Pas, il a raté Non, en non, non, termes d'échecs. non, Cela dit, la question de l'échec aussi se pose. Est-ce ouais, qu'il y a vous avez l'impression d'avoir eu non, des échecs? non. Mais parce que, enfin, je pense que je sais gérer l'échec. Donc peut-être que si j'écris tous les moments où en fait ça s'est pas passé exactement, mais c'est une gestion de l'échec. D'ailleurs, enfin moi je suis quelqu'un de très optimiste et je vois de la réussite dans tous les gens autour de moi. Un pote qui est euh, policier municipal dans un petit village à côté d'Avignon, qui a continué à jouer au rugby, qui maintenant est entraîneur de l'équipe, qui réussit, de notre équipe où on était enfant, qui réussit très bien. J'ai beaucoup d'admiration pour son parcours. Il a une jolie maison dans les vignes. J'ai beaucoup d'admiration pour son parcours. J'en ai un autre qui a commencé comme manipulateur radio et qui maintenant fait de la physique nucléaire, un doctorat en physique nucléaire. Le fameux qui vous a aidé avec le Non, CFR? non. Encore un autre. Celui-là, je t'ai resquiffé en ce moment. Mais tous, voilà, j'ai beaucoup de. Un autre Donc oui, la nature optimiste, quoi. oui, Optimiste, et je fais pas j'apprends dire, et je et gère. jamais aucun Ouais. regret, aucun remords. Et jamais, jamais. Euh, il faut assumer. On a fait des choix, on les assume. Après, on peut changer. Voilà. La vie, c'est, enfin, pour moi, elle doit être, non, je trouve, c'est un tic de langage. Selon moi, on doit toujours voir à long terme et après, selon son long terme, on modifie ses objectifs à moyen et à court terme. C'est un peu comme une aiguille. On la fait bouger vers la gauche, vers la droite. Effectivement, si on la fait bouger beaucoup à gauche, ça va peut-être un peu modifier un peu plus légèrement les objectifs à court terme et à moyen terme. Donc voilà, si on n'est pas content de ce qu'on a fait aujourd'hui, et c'est les exemples, je pense, que vous avez de reconversion, dont acte, c'est pas grave. Moi, peut-être qu'un jour, je serai gérant d'un PMU, mais je serai, j'aurai Un tout. heureux gérant Non, mais d'un oui, PMU. clairement. Mais oui, non, mais Et je dis pas ça de j'aurai manière toute cette ironique. carrière qui m'aura servi. Et je dirais pas, tiens, j'ai perdu 20 ans. Et peut-être que je ferai ça jusqu'à 65 ans. Et ce sera pas forcément triste. Peut-être que c'est ça aussi que j'aurais envie de faire et de le partager, de faire voyager ma famille dans les endroits où j'ai été pour le travail, de la, voilà, il y a, pour moi, il y a aucune fatalité. Si on n'est pas content, on change. Mais Je pique cette question pour certains profils à Mathieu Stéphanie de Génération Do It Yourself, mais c'est vrai qu'elle est bien. Comment vous continuez d'apprendre? alors, c'est un métier, on apprend toujours. Ben, en lisant déjà, en considérant qu'on ne sait pas grand-chose. Euh, on Est-ce est, qu'il y a un domaine en ce moment dans lequel vous avez envie, vous apprenez ou sur lequel vous travaillez plus euh, particulièrement? bon, là, j'accompagne le ministère du Tourisme en Côte d'Ivoire qui a lancé une réforme et qui capte des fonds. Il y a des structurations de financement euh, qu'il faut mettre en place en tenant compte de la dette publique, des exigences des investisseurs. Donc là, ça implique des réflexions avec des financiers, avec les gens de la dette, avec le ministère. Oui, on réfléchit, donc on teste des idées. Ouais, ces sujets-là en ce moment sont intéressants parce que ils impliquent beaucoup de compétences. J'apprends en contact des gens, mais on apprend en contact de tout le monde, hein, euh, des collaborateurs, des autres associés. Euh, voilà, moi j'ai deux collaborateurs, peut-être plus, mais j'en ai deux en tout cas qui sont investis dans des associations. Je me dis putain, ils ont 3 ans de barreau, en plus de leur vie perso, de ce qu'ils font ici, et ils travaillent très bien. Ils s'investissent en plus dans des assos juridiques, hein, une qui est Infravenir et l'autre qui est l'African Business Lawyer Club. Euh, oui, j'apprends aussi de ce type d'engagement, mais j'apprends aussi
de mon assistante qui m'explique comment utiliser l'outil pour réserver mes billets. Donc, voilà, non, on apprend de tout le monde et c'est justement ce qui est intéressant dans ce métier, et je le dis pas de manière le monde est rose, quoi. C'est vraiment aujourd'hui, il faut écouter les gens. Si on écoute, on apprend. C'est des matières tellement compliquées. Bien sûr qu'on a on n'a pas de clients si on n'a rien, si on n'a pas une compétence que les autres n'ont pas. Donc il faut avoir une compétence que les autres n'ont pas. Donc il faut lire, il faut pratiquer, il faut se tester, il faut tester ses idées, il faut accepter d'avoir tort. Il faut, je pense, éviter d'avoir un orgueil de plume. Voilà. Mais au final, en ayant confiance en soi et en passant beaucoup de temps à travailler, parce qu'il n'y a pas de secret non plus, passant beaucoup de temps à travailler, je pense qu'on continue d'apprendre tous les jours. Et est-ce que les gens, c'est aussi votre source d'inspiration? Les gens? Ouais. Oui, moi j'adore ça. Ouais, c'est rencontrer des gens, bien sûr. Oui, non, et rencontrer les gens qui viennent de partout, oui. Non, en fait, quand on s'intéresse aux gens, on trouve des solutions. Et souvent, d'autres ont des solutions. Là, j'en profite pour le placer, mais non, moi, je voyage beaucoup, donc j'ai pas mal de temps libre. Enfin, pas mal de temps libre, non. Mais j'ai toujours 2 ou 3 heures à tuer un moment dans un séjour de 4-5 jours. Et je me dis, maintenant je prends l'avion, je prends peut-être trop, mais entre Paris et Abidjan notamment, je le prends très souvent. Et je vois beaucoup de gens qui viennent dans un sens et dans l'autre. La business est toujours pleine. Et je me dis, c'est triste, tous ces gens qui vont passer quelques jours d'un côté comme de l'autre, et qui vont pas forcément se confronter, qui vont avoir leur réunion, et j'en fais partie, leur réunion business, et qui vont pas se confronter à la population. On parle aussi bien des Français ou des Européens qui vont en Afrique, des Africains qui vont en Europe. Oui, juste, je débarque, je vais à ma réunion, et je repars, ou je passe une nuit à l'hôtel, et je repars. Donc, là, on va faire la deuxième. J'ai créé quelque chose qui s'appelle Fly and Share, et le but à chaque fois, moi je me suis engagé, à chaque fois que je vais dans un pays pour le boulot, je prends 2 ou 3 heures de mon temps pour dispenser une formation. Alors il faut que je trouve un local via un confrère ou via l'hôtel, etc. Souvent c'est le préavis est très court, c'est 3-4 jours avant, et je dis voilà, là moi je suis capable de parler de financement, de projet, là, qui veut venir, vient. Donc on a fait le premier avant les vacances à Abidjan. Il y avait une vingtaine avec un confrère, Zinda Sawadogo, brillant confrère ivoirien, enfin quelqu'un d'exceptionnel. Et on avait une vingtaine de participants. Et c'était très marrant parce qu'il y avait des étudiants. Et là, je me dis, tiens, voilà, c'est des gens que j'aurais jamais croisés qui sont étudiants. Et je peux leur parler, je peux leur dire, je peux leur même donner des conseils. Et c'est très informel. Et là, il y a le coordinateur de la cellule des partenariats public-privé en Côte d'Ivoire, qui est quelqu'un de brillant également, qui est là pour des réunions fin de semaine, et vendredi qui vient ici, parce que c'est important aussi. Il a beaucoup de choses à partager auprès des avocats, mais auprès des ingénieurs, auprès des analystes financiers qui veulent faire du business en Afrique et qui ne savent pas forcément comment ça se passe, parce que des fois la France se fait dépasser sur certains sujets par la Chine, même par l'Allemagne, sur certains sujets par les États-Unis, par l'Inde. Donc justement, créer ce partage de connaissances et de compétences. Exactement. Et de manière informelle et sans rémunération, sans juste échanger. Et en fait, les gens sont très réceptifs à ça. Tous les gens qui voyagent beaucoup, je pense, ont ce besoin de se sentir utile aussi. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je l'ai fait aussi à titre personnel parce que je trouvais ça très intéressant. Et là, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui partent comme ça. Moi, j'ai fait Fleur d'avocat parce que ça répondait aussi à un besoin personnel. Donc, il se trouve que ça sert à plus de personnes qu'à moi. Mais
Mais je pense qu'il y a beaucoup de projets chouettes qui parlent de ça, d'un besoin personnel qu'on élargit. Ouais. Et quelle est votre dernière joie? Ma dernière joie, c'est mes dernières joies, c'est faire un feu avec mon fils dimanche soir et amener à faire le cours d'équitation avec ma fille le samedi après-midi. Et que portez-vous sous votre robe? Le sentiment de devoir toujours apprendre et prendre le temps d'enseigner, d'être voilà, de se dire qu'on est toujours plus jeune que quelqu'un et on a à apprendre de lui et prendre le temps d'apprendre aux plus jeunes, d'être voilà, de jamais se dire là je suis arrivé, voilà, et de le faire avec de la bienveillance et du respect. Je pense que c'est peut-être ça. Merci. Merci.